à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'échange automatique d'informations en matière fiscale à Monaco. Jean Castellini vient de donner une conférence sur ce thème, organisée par l'Association des consuls honoraires de Monaco. Suite de notre série de reportages consacrés au handicap, vous découvrirez dans ce journal différents équipements mis en place par le service de l'aménagement urbain. À suivre, les portraits croisés de 2 volontaires internationaux actuellement en poste à Madagascar. L'Automobile Club de Monaco vient d'organiser une journée de formation de ses commissaires de course, commissaires réputés dans le monde entier. Et enfin, si vous n'avez pas encore posté votre lettre au Père Noël, rien n'est perdu, nous irons voir son secrétariat à la poste. Maintenant, reste à savoir si vous avez été sage. Les consuls honoraires de Monaco se sont retrouvés dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage autour du conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Jean Castellini a donné une conférence concernant l'information en matière fiscale. Nous y étions. Reportage. La mise en œuvre de l'échange automatique d'informations en matière fiscale à Monaco. Voici le thème exact de la conférence donnée par le ministre des Finances et de l'Économie, accompagné du directeur général de son département, Thierry Orsini. L'échange d'informations en matière fiscale, une démarche entreprise sous l'impulsion du prince Albert II en 2009. Monaco s'est engagé à conclure des accords respectant les standards développés par l'OCDE. Depuis, de nombreuses étapes ont été franchies, dont la signature en juillet dernier d'un accord entre Monaco et l'Union européenne à Bruxelles. Accord qui permet à Monaco de se conformer aux standards internationaux en matière de transparence fiscale. Jean Castellini a donné une conférence devant les consuls honoraires de Monaco pour qu'ils puissent par la suite répondre au mieux à leurs concitoyens. La semaine dernière, le Conseil national a voté les lois de ratification d'un certain nombre de protocoles ou d'accords multilatéraux dans le domaine de l'échange automatique d'informations. Et ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est de présenter aux consuls basés à Monaco, donc dont les résidents se posent un certain nombre de questions concernant cet échange automatique. Eh bien, l'objectif, c'est de répondre à leurs questions, de leur donner tous les éléments à partir desquels ils pourront, eux, à leur tour, informer le plus largement possible les résidents de la principauté qui, je le rappelle une fois encore, ne sont pas concernés par l'échange automatique puisqu'il concerne les non-résidents. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons, mettre un certain nombre de choses au point. Cette conférence a été organisée par l'ACHM, l'Association des consuls honoraires de Monaco. Les corps consulaires, comme vous le savez, les consuls eux-mêmes, ils sont en contact permanent avec les ressortissants, les résidents étrangers en principauté. Ce thème-là, la fiscalité et les échanges d'informations devient de plus en plus important et on a décidé de pouvoir avoir cet entretien, cette conférence avec le conseiller, son équipe, pour qu'il puisse nous éclaircir un peu sur ce sujet-là qui est très important et qui touche à tous les résidents de la principauté, les résidents étrangers. Et de plus en plus, il faut qu'on soit au courant pour qu'on puisse les orienter, mais en même temps de s'assurer que la clarification du système fiscal, financier, réglementation est bien en place en principauté et de continuer à promouvoir l'attractivité du pays. Prochaine étape en ce qui concerne l'échange automatique d'informations en matière fiscale à Monaco, le dépôt de l'instrument de ratification auprès de l'OCDE la semaine prochaine à Paris. Des échanges automatiques qui par la suite devraient être effectifs début 2018. Suite de notre série consacrée à la 5e rencontre du handicap. Vous avez pu le voir dans de précédentes éditions. La principauté cherche à améliorer le quotidien des personnes handicapées, notamment dans l'accessibilité des lieux publics. Alexandra Pani et Olivier Bonello se sont intéressés aux différents équipements mis en place par le service de l'aménagement urbain. Reportage. Souffrir de handicap complique le moindre geste du quotidien. Chaque trajet doit être réfléchi et prend souvent plus de temps. De nombreux obstacles se trouvent en travers de la route que les valides enjambent ou évitent sans même y penser. Depuis plusieurs années, la principauté de Monaco et notamment la direction de l'aménagement urbain s'attelle à rendre plus accessibles les différents lieux publics aux personnes à mobilité réduite comme aux malvoyants. La rue Caroline, dans le quartier de la Condamine, a justement subi il y a 2 ans d'importants travaux de rénovation, prenant en compte une mise en conformité indispensable des différentes zones et infrastructures. Il faut savoir que cette rue représentait sur à peu près 3000 m², il y avait 40% de zones qui étaient accessibles au PMR, c'est-à-dire avec une pente inférieure à 5%. Et grâce à ces travaux, ça a permis d'avoir une augmentation à près de 75% sur l'ensemble de la rue. De plus, on a pu répondre à la demande des commerçants
et des différents restaurateurs avec des terrasses qui sont à 100% aux normes PMR. Comme la partie haute présente la plus importante déclinité, il existait un escalier mécanique sur la partie médiane de la rue qui permettait de relier la rue de Millau. Et donc cet escalier représentait des nuisances sonores importantes, était souvent en panne et ne répondait pas à la demande des PMR. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'option de le remplacer, de créer un ascenseur pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Sur les 524 passages piétons répartis sur l'ensemble du territoire monégasque, 90% ont été mis aux normes à ce jour. Pour la majeure partie de ces passages piétons, un éclairage public a été installé pour en renforcer la sécurité. Sur les passages piétons, au niveau des passages bateaux, il est mis en place des bandes d'éveil d'accessibilité, qu'on appelle aussi des bandes podotactiles, où ça permet aux personnes malvoyantes de pouvoir appréhender le danger, donc le passage piéton, par des petits ronds, des petits picots qui se trouvent donc sur la chaussée. Renato Piccino est installé en principauté depuis une dizaine d'années. Il nous a confié avoir ressenti les efforts réalisés par la principauté en matière d'aménagement urbain. Là, on est sur la rue Grimaldi. Tous les passages piétons, ils ont été refaits. Même la rue Caroline, elle est pas mal, quoi. Je veux dire, voilà, les accès sont bien faits. Maintenant, ils essayent quand même qu'ils soient accessibles au niveau de la hauteur par rapport au fauteuil pour accéder. C'est beaucoup plus facile. Il y a encore quelques petits trucs à faire, mais ça vient, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est fait. Concernant les déplacements en voiture, 82 stationnements handicapés sont installés sur la voirie, en plus de ceux que l'on recense dans les parkings, ce qui répond largement aux 2% demandés par les normes françaises. Et depuis plusieurs années, une brochure est éditée pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Sur ce plan apparaissent par quartier les différentes liaisons mécaniques, parking, largeur de trottoir, pente ou encore niveau des passages protégés. Des informations qui pourraient passer pour des détails, mais qui sont des aides précieuses pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Il y a près de 10 ans, la coopération internationale lançait son propre corps de volontaires, des jeunes désirant connaître une expérience du milieu humanitaire et prêts à représenter la principauté aux quatre coins du monde. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal vous proposent les portraits croisés de 2 volontaires actuellement en poste à Madagascar. En 2017, le programme des volontaires internationaux de Monaco fêtera ses 10 ans. Au cours de cette décennie, des dizaines de jeunes âgés entre 21 et 35 ans ont pu se lancer dans cette belle et enrichissante aventure humaine. Du Mali au Maroc, en passant par Madagascar, les VIM ont contribué au renforcement des actions menées sur le terrain par la coopération internationale de Monaco avec ses partenaires locaux. Sophie fait partie de ces jeunes adultes en quête d'une expérience humanitaire auprès de populations dans le besoin. Chaque jour, elle se rend en scooter sur son lieu de travail à Antananarivo, la capitale malgache. Aux Orchidées Blanches, elle a pour mission de développer l'insertion économique de ce centre médico-éducatif accueillant des déficients mentaux. J'ai toujours été touchée par les questions de justice et peut-être plus particulièrement les questions de justice nord-sud. Donc c'est un sujet dans lequel j'ai eu envie de me plonger depuis quand même assez tôt, peut-être déjà à partir de l'adolescence et d'y travailler. Sophie est en poste aux Orchidées Blanches depuis 3 ans. Elle a été recrutée pour contribuer à la pérennisation du centre. Son objectif, développer des activités génératrices de revenus pour la section adulte des Orchidées Blanches. Les jeunes fabriquent ici notamment des craies qui sont ensuite envoyées à travers tout le pays. C'est vraiment intéressant parce que, comme d'habitude, on aide les ONG ou les associations pour des projets vraiment ponctuels. Mais cette fois, c'était dans le sens de vraiment pérenniser l'action, c'est de créer quelque chose qui pourrait nous aider aussi bien à l'avenir. Bien sûr, on aimerait toujours avoir l'appui de la principauté de Monaco, comme on l'a eu depuis 2005. Mais il faut quand même aussi qu'on apprend à se développer toute seule. Autre environnement, toujours à Madagascar, nous sommes au siège de l'Institut Pasteur où travaillent quotidiennement 500 personnes.
Parmi elles, une trentenaire monégasque. Myriam est arrivée il y a 4 mois à Antananarivo. Elle a rejoint le projet Birdie dont l'objectif scientifique est d'évaluer l'incidence et les conséquences médicales et économiques des infections sévères dont peuvent souffrir les nouveau-nés et enfants en bas âge, infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. J'étais à la recherche d'un nouveau, on va dire, de nouvelles perspectives au niveau de mon travail, au niveau professionnel, parce que je suis infirmière depuis 9 ans et je travaillais à l'IM2S en chirurgie orthopédique. Et du coup, j'avais envie de découvrir d'autres horizons au niveau infirmier. Et j'étais à la fois bénévole à la Croix-Rouge de Monaco, à la section humanitaire internationale. Et en fait, c'est par ce biais-là que j'ai entendu parler du poste. Et comme je voulais vraiment faire quelque chose de différent, qui m'ouvre d'autres portes, je me suis engagée là-dedans. Forte de son expérience d'infirmière, Myriam va former et sensibiliser les mères à l'hygiène de base et aux transmissions des maladies. Une aide précieuse pour Jean-Marc Collard qui coordonne ce projet. Il y avait un côté social très développé, demandé bien sûr par la coopération monégasque, et l'apport de Myriam est fort important dans ce sens, parce que là nous sommes en phase finale, et son expertise d'infirmière va nous permettre de sensibiliser et d'informer sur les résultats du projet, et donc de rendre compte de ce que nous avons pu observer et de faire passer les messages les plus importants au niveau de la population, principalement des mamans qui ont été incluses avec leur bébé dans le projet, notamment la prise en charge, reconnaître les signes principaux quand la maman doit apporter son enfant vers un centre de santé, vers un hôpital. Ce projet s'inscrit donc sur le long terme. Les volontaires internationaux de Monaco signent des contrats pouvant aller de 1 à 3 ans. Pour tous, cette nouvelle page qui s'écrit loin de leur pays natal est une parenthèse unique dont ils ne ressortiront pas les mêmes. Je dirais que les 3 premiers mois ont été vraiment très riches et intenses à tous les niveaux, parce que c'est découverte de tout, à la fois de la culture, de la langue, de la façon de vivre, un nouvel endroit pour vivre. D'ailleurs, au départ, c'était un petit peu difficile de se repérer dans la ville, mais grâce à mes collègues et aussi des gens que j'ai rencontrés assez rapidement, je me suis très vite intégrée. Et du coup, un bilan très positif des premiers mois. C'est vrai que le fait d'être entre guillemets sur le terrain tous les jours, au contact des bénéficiaires tous les jours, ça me fait vivre vraiment tous les jours, quoi. Ça m'anime, voilà, si les dossiers deviennent un peu trop compliqués, tout ça, je descends, je vais à l'atelier. Ça permet d'être au contact au jour le jour avec ce pourquoi on travaille, et ça c'est vraiment chouette. Et puis là, moi je me suis vraiment personnellement ouverte aussi au monde du handicap, que je ne connaissais pas du tout avant. J'ai du coup cette opportunité-là. Et moi, c'est un milieu maintenant qui me touche beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses. Une expérience humainement riche et professionnellement formatrice. Après son contrat de 3 ans aux Orchidées Blanches, Sophie est sur le point d'être prolongée dans ses fonctions. Par le passé, d'autres VIM ont pu faire fructifier leur travail de terrain. Certains ont ensuite été embauchés dans de grandes organisations telles que l'OMS ou le PAM, le Programme alimentaire mondial. Laetitia, qui était en poste au Burkina Faso, a quant à elle rejoint les rangs de la coopération internationale. Le reste de l'actualité en bref. Depuis 10 ans, les Anges Gardiens de Monaco apportent leur soutien aux plus démunis. Tous les lundis, des repas chauds sont distribués à des centaines de personnes vivant dans les rues de Nice. Eh bien, Victoria Silvstedt, que l'on ne présente plus, est allée faire cette distribution avec les Anges Gardiens de Monaco. Pour info, sachez que le chanteur Umberto Tozzi offrira un concert pour fêter les 10 ans de l'association lors d'un gala caritatif le vendredi 17 février dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris. Toujours dans les bonnes actions pour faire face à la pénurie en cette fin d'année, 3 collectes de dons du sang seront organisées lundi 11 et mardi 12 décembre sur le parvis du stade Louis II et le jeudi 15 au niveau du 17 boulevard Albert Ier de 8h à 14h.
L'Automobile Club de Monaco vient d'organiser une journée de formation pour ses commissaires de course. Divers scénarios de simulation ont été élaborés pour tester en conditions réelles l'efficacité et la réactivité de ces commissaires. Dominique Poulain. À un peu plus d'un mois du rallye Monte-Carlo, véritable répétition générale d'avant-épreuve au chapiteau de Fontvieille. Permettre à chacun de retrouver ses marques avant le départ de la course, c'est le but de cette journée de formation et de remise à niveau. C'est essentiellement la vérification des acquis, c'est-à-dire qu'on a recréé 2 véritables rallyes. Pas de vitesse, mais ça nous permet de tester nos hommes. C'est simplement les équipes, donc commissaires départ, arrivée lancée, point stop, et ainsi que les commissaires intermédiaires et les commissaires radio. C'est-à-dire qu'on a recréé vraiment 2 rallyes identiques au WRC et au rallye historique. Ils sont près de 200 à participer à cette journée. Il y a les commissaires de course, bien sûr, tous membres bénévoles de l'Automobile Club de Monaco et 15 membres, eux aussi bénévoles, de la section historique. Ils sont venus avec leur véhicule pour endosser le costume de concurrent. Au programme, 40 km répartis en 3 spéciales. Chaque concurrent suit un scénario qui lui a été attribué. Départ de la spéciale, crevaison, erreur de pointage, voiture au ralenti, arrêtée ou encore accidentée. Cette répétition en configuration réelle, mise en place il y a 3 ans, permet d'évaluer toutes les équipes de commissaires, de tester leurs réactions et de faire en sorte qu'ils soient prêts le jour J. Pour nous, à Monaco, c'est indispensable. On remet en question chaque homme, chaque équipe, chaque année. Il faut être au top, on n'a pas le droit à l'erreur. Et nous, c'est surtout la partie sportive, la partie chronométrage, beaucoup de technicité, beaucoup d'informatique qui rentre de plus en plus en ligne de compte. Tout est par hertzien, tout ce qui est relais, etc. Donc ça demande vraiment des gens qui sont très impliqués et très sérieux et on leur demande vraiment beaucoup de rigueur. Les commissaires sont également chargés de faire remonter les informations du terrain. Informations qui arrivent dans une petite salle à côté du chapiteau de Fontvieille, sur les ordinateurs, les temps de passage des concurrents, la localisation des véhicules et tout ce qui se passe sur la route et dans les spéciales. C'est à partir de ces informations que le classement du rallye est établi. Noël approche à grands pas. Il est encore temps d'écrire son courrier au Père Noël. Alexandra Pani a poussé les portes de son secrétariat à la Poste de Monaco. Les équipes ont déjà commencé à traiter les nombreux courriers reçus. Reportage. PA comme Ariel. Joshua et Daphné se sont retrouvés aujourd'hui pour un atelier qu'ils attendaient avec impatience, la rédaction de la lettre au Père Noël. Ou plutôt pour eux, d'un dessin pour remercier en avance le grand bonhomme à la barbe blanche pour tous les cadeaux qu'il apportera le jour de Noël. On fait la lettre au Père Noël. Je voudrais la tour de contrat des pas de patrouille et les chiens pas de patrouille et les voitures de les pas de patrouille. Donc Daphné, t'aimerais bien une robe rouge? Oui, avec une poivreuse, une baguette. Et moi, je veux un t-shirt de Spider-Man et de pas de patrouille. Ah, je voulais le colorier. On s'applique et décore avec beaucoup de tendresse ce courrier. Sa ceinture, ses jambes, sa barbe, n'oublie pas sa barbe, sinon il ne pourra pas se reconnaître. Et ensuite, on le met dans l'enveloppe. Les enveloppes sont bien refermées, prêtes à être postées dans l'une des boîtes aux lettres de la Principauté. On commence par toi, Daphné. Viens. Attention. Vas-y, tu la postes. Bien, tout au fond. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti. Nous allons pousser maintenant la porte du secrétariat du Père Noël. Depuis maintenant 11 ans, c'est ici qu'arrive tout le courrier envoyé par les enfants de la Principauté. On voit d'ailleurs le Père Noël et ses assistantes en plein travail. Nous découvrons une grande quantité de lettres qui nous sont adressées, en particulier pour moi. Elles sont toutes très bien décorées et comportent des mots gentils. Toutes les petites filles, souvent, nous demandent des effigies de la Reine des Neiges, qui a un grand succès, je dois le dire, depuis plusieurs années. Alors que les garçons, c'est plutôt un chien, pas de patrol, qui a du succès. Vous voyez, mes 3 secrétaires me sont d'une aide précieuse. Elles réceptionnent le courrier, me dressent une liste et répondent aux enfants, bien sûr. Voilà, les enfants. Tiens, elle est très bien décorée, celle-ci.
Le secrétariat du Père Noël s'est construit une réputation internationale. Il reçoit aujourd'hui du courrier en provenance de plusieurs pays. Pour lui écrire, rien de plus simple, il suffit de déposer avant le vendredi 23 décembre un courrier ou un dessin dans une des boîtes aux lettres de la Principauté. L'année dernière, on a répondu à 1075 lettres. À la date d'aujourd'hui, depuis une semaine, on a déjà pas loin de 500 réponses déjà envoyées. Et une nouveauté, c'est-à-dire que maintenant, on a des enfants d'autres pays que Monaco ou le grand pays voisin, la France, qui envoie des lettres. On a des lettres qui viennent d'Argentine, du Brésil, de Russie, d'Ukraine. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a aussi sur notre site de la Poste possibilité d'envoyer par Internet, mais le côté physique de la lettre a toujours autant de succès. Et comme Joshua et Daphné, d'ici quelques jours, tous les enfants qui écriront au Père Noël recevront en retour une lettre de remerciement écrite par ses soins, à condition de bien noter son nom et son adresse. De quoi faire patienter tout ce petit monde avant l'arrivée des précieux cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre prochain. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine? Voici la météo. Vendredi, le prolongement de la période de beau temps. Les températures sont en retard pour la saison, comptez de 12 à 17 degrés. Samedi, moins de soleil que les jours précédents, sans grande détérioration. Les températures restent agréables, de 13 à 17 degrés. Dimanche, les nuages seront de plus en plus encombrants. Les températures baissent, mais sont toujours supérieures au normal, de 13 à 15 degrés. Et enfin, en début de semaine prochaine, des journées plutôt agréables entre nuages et soleil. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, bien sûr. À très bientôt. Au revoir.